Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition des Monstres dans le placard reçoivent. Et aujourd'hui, Sab, comme d'habitude, tu es allé nous chercher dans ton vaste éventail de connaissances et de gens, quelqu'un que je ne m'attendais pas qu'on trouve. Écoute, si je peux me permettre, c'est quelqu'un que je connais par le biais de la reconstitution historique, si on peut dire, et la passion qui l'anime. Donc, Pierre-Louis est avec nous aujourd'hui. Salut! Et Pierre-Louis, on jasait un peu avant l'émission. Tu nous as préparé un topo sur un monstre bien spécifique. Et moi, c'est un monstre que je connais bien parce que des années et des années de Donjons et Dragons des éditions et des éditions de Bestiaires monstrueux me rappellent que c'est un monstre superstar dans Donjons et Dragons. C'est le Godzilla de Donjons et Dragons. Et là, tu viens nous parler... De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Et aujourd'hui, je viens vous parler du mythe de la Tarasque. Yes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Tarasque, on parle d'une grosse créature reptilienne avec des pics sur le dos, avec une mâchoire carrée. Ça dépend des éditions aussi, tout dépendant. Mais là, nous, encore là, moi, je connais la version Donjon Dragon, mais il n'y a pas que D&D qui connaît cette créature. Donc, Non, selon ce que Pierre-Louis me disait avant l'émission, il semblerait que c'est une créature qui a un très, très long background, une créature qui a une longue, très, très longue histoire et donc beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, on va parler de toi, Pierre-Louis, et de ton intérêt pour cette créature. Comment c'est arrivé? Comment passer de la reconstitution historique à la reconstitution mythologique, légendaire? Ben, ça va être plus simple si je fais si tu veux, mon parcours là-dedans, Right? de ma passion pour l'histoire. Euh, L'histoire du Moyen Âge a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Puis, j'ai commencé à faire de la reconstitution historique il y a à peu près 15 ans, 16 ans de ça. Je me suis lancé dans la reconstitution historique 15e siècle, plus précisément 1471 Normandie. Et avec le temps, à tout le temps faire des recherches, j'ai vraiment développé un intérêt sur plusieurs sujets du Moyen Âge. Puis la Tarasque est tombée là-dedans. Un jour, j'avais mon bestiaire de créatures mythiques de Donjons Dragons ouvert, puis il me semblait que j'avais lu euh, une histoire justement sur les dragons, puis il mentionnait la Tarasque. J'étais comme, OK, mais c'est un personnage, c'est un monstre de Donjon Dragon. J'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai découvert que c'était un vrai mythe, la Tarasque. C'est vraiment un mythe du Moyen Âge qui a été écrit et qui, même encore maintenant, fait partie de la culture de la région de France, d'où ce mythe-là vient. ah, Fait que j'ai poussé mes recherches là-dessus, puis ça a développé vraiment une passion pour tous les mythes et les monstres possibles et imaginables du Moyen Âge. Puis c'est ça. C'est un des monstres que vraiment, je trouve vraiment intéressant, même si on n'a pas une tonne d'informations dessus. C'est un des monstres du Moyen Âge qui est le plus connu, puis qui est vraiment ben, plus connu entre guillemets. Des moins connus, c'est le plus connu, si tu veux. ouais. Et c'en est un qui fait vraiment aller l'imaginaire, je trouve. Puis c'est de par sa description, pour ceux qui, par exemple, ne connaîtraient pas la créature, c'est une créature qui est colossale, donc il y a vraiment qui est gigantesque, là. Je pense que ça serait pas mal la plus grosse créature des mythes moyenâgeux, peut-être. Ah, dans Donjons et Dragons, oui, c'est une créature massive. Mais en fait, la Tarasque, dans le mythe, Ouais. dans la réalité du mythe, elle n'est pas si grosse que ça. Ah ah. Euh, Elle est décrite comme étant un dragon mi-animal, mi-poisson, plus gros qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents aiguës comme des cornes et des grandes ailes aux deux côtés du corps.
Hmm. Un dragon. Donc, un authentique dragon avec des morceaux de différents D'animaux de animaux. plus, Ouais. 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 Des extensions de plus. Il y a d'autres descriptions aussi qui rajoutent qu'elle aurait 6 pattes courtes comme celle d'un ours et un corps recouvert d'une carapace de tortue et muni d'une queue écailleuse qui se termine par un dard de scorpion. Alors, Wow. on commence à voir un peu le lien avec l'apparence Donjons et Dragons. Oui, la carapace, la queue qui a un dard. C'est aussi. Ça fait penser à la chimère aussi. C'est la Oui, chimère que ça. Ouais. Ben, Aussi 3 têtes différentes, d'animaux écoute, différents. il y a une tonne de monstres du Moyen Âge qui vont être comme ça. Tu te dis, OK, c'est l'inspiration de la chimère parce que ça a plein de morceaux différents mélangés ensemble. Euh, je pense au Myrmécolion qui, lui, a un corps de fourmi avec une tête de lion. Wow. Ou c'est comme la truite marine qui est un grand poisson, mais avec une tête de sanglier et des yeux sur le corps. C'est quelque Mais chose. donc, Ah mais ouais. Ah donc oui, c'est le moyen standard de décrire un monstre, je pense. Depuis les Grecs, les monstres, c'est des assemblages de bouts d'animaux. oui, Même le Minotaure, c'est ça, la chimère, le sphinx, c'est tout Mais en un. même temps, les humains, tu sais, surtout à l'époque, se fiaient à ce qu'ils connaissaient. Fait que tu essayais de reconstituer si tu hallucinais quelque chose ou si tu imaginais un monstre. Je pense que tu essayais de oui. reconstituer avec ce que tu connais pour que le monde puisse se l'imaginer. Tu sais, je te dirais, imagine, t'es un paysan français, tu te promènes sur les bords du Rhône, puis tout d'un coup, tu vois vraiment un reptile plus gros qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec une longue queue. Comment tu le décrirais? Tu sais même pas c'est quoi un reptile. Oui, en fait, la manière dont tu en parles, je me dis, ça se peut-tu que ce soit comme un rhinocéros qui se soit par mégarde ramassé dans Oui, la province, dans je me Il y disais la a, même chose. Ça pourrait être un animal il y a je sais pas, quelques théories sur qu'est-ce que la tarasque était, mais on peut en parler plus tard. OK, OK. parfait. OK. J'aime qu'on découpe le sujet. Mais tout d'abord, parlons un peu de l'histoire de la bébête ainsi que de la région dans laquelle elle sévit. Parce que non seulement, et ça, je l'ai découvert en te parlant avant l'émission, non seulement la Tarasque opère dans la Provence, mais en plus, elle a une ville nommée après elle. Oui, la ville de Tarascon. Wow. C'est en bordure du Rhône, en parallèle de Beaucaire. Euh, Puis il y a même c'est même un endroit qui a été habité pendant longtemps, parce qu'on a même découvert des traces d'une ancienne ville euh, sur les collines qui entourent la ville, qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. OK, donc Fait que c'est quand même, avant les Romains, ouais, avant les bien avant Romains. Ouais, les Romains. c'est Ouais. vieux, là. C'est une place qui, quand même, a de l'activité humaine depuis très longtemps. OK. C'est une région extrêmement occupée. C'est intéressant, tout ça. En quoi consiste l'authentique légende de la Tarasque? C'est quoi? Y en a-tu bien qu'une? Y a-tu plusieurs versions? Elle revient-tu? Y a-tu des sequels? Des spin-offs? Il y a plusieurs versions de la légende de la Tarasque qui sont des versions qui sont plus, eux, communiquées à l'oral. Euh, OK. mais la version principale qu'on connaît a été écrite par euh, Jacobus de Voragine, qui était un chroniqueur italien et qui était aussi l'archbishop de Gênes. Entre les années 1261 et 1266, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La Légende dorée, Legenda Ouh. Aurea en latin. Et ça raconte la vie d'environ 150 saints ou groupes de saints, saintes, martyrs chrétiens. Ça suit leur vie. Ça passe par le Christ, par la Vierge Marie, par une tonne de saints, dont des martyrs de l'Empire romain qui sont connus par l'Église chrétienne. Et la légende de la Tarasque se retrouve dans la partie de la légende dorée qui est dédiée à Sainte Marthe.
OK. Donc, c'est associé à la Sainte Marthe. Oui. Okay. Puis, Aussi appelée Marthe de Béthanie. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Juste parce que oui, petite bio de Sainte Marthe. Sainte Marthe ou Marthe de Béthanie était la sœur de Marie et de Lazare. Puis, quand que Jésus a été crucifié, ouais. Elle et un autre groupe de chrétiens ont été bannis de la Judée. Puis, là, si je me rappelle bien, parce que je n'ai pas gardé cette note-là, malheureusement, j'aurais dû. Elle a été. Ils ont été abandonnés dans la Méditerranée, dans des bateaux, pas de voile, pas de rame, rien du tout. Puis, ils sont partis à la dérive, ils ont atterri en France. Rendus en France, elle et le groupe de chrétiens ont commencé à essayer d'évangéliser les païens de la France. Mm-hmm. Et rendu à la ville de Tarascon. Qui ne s'appelait pas de même à l'époque? Non, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Malheureusement, ça, c'est un nom que... J'ai des sources qui me disent que c'est un nom, j'ai des sources qui me disent que c'est un autre nom. On ne spéculera pas, mais c'est ça, je c'était spéculerai pas encore Tarascon. Non, c'était pas encore Tarascon. Rendu à cette ville-là, les villageois l'ont mis au défi d'aller battre la Tarasque. Parce que la Tarasque était un monstre qui terrorisait les gens qui habitaient à Tarascon. Et c'est ça. Ils ont dit vraiment, ils l'ont donné au défi d'aller combattre la Tarasque pour prouver que Dieu, la religion chrétienne, ça valait quelque chose. À quoi ça sert d'avoir accès à la chrétienté si ça ne peut pas battre des monstres? Ben, exactement, il faut que ça t'apporte quelque chose de changer de religion. Il faut que tu le prouves que ton Dieu est meilleur que le mien. Yes. Donc, c'est ça. Marthe de Béthanie est partie dans le bois, a trouvé la Tarasque, justement en train de manger quelqu'un à ce moment-là. Très belle vue quand tu tombes sur un monstre en plus. Puis pour soudoyer la bête, elle a commencé à prier Dieu. Ensuite, elle a aspergé la Tarasque avec de l'eau bénite, ce qui a littéralement hypnotisé et calmé la bête. Alors, Sainte Marthe a décidé de capturer la Tarasque en utilisant sa ceinture et en la lui mettant autour du cou comme une laisse, littéralement. Wow! Et elle a même ramené la Tarasque au village de Tarascon pour montrer à tout le monde qu'elle avait battu la bête. Mais les villageois... la dominatrix. Ben oui, c'est ça. Littéralement, la dominatrix. Je m'excuse pour les personnes religieuses qui nous écoutent. Mais... non, mais ça fait pas... C'est awesome. C'est comme ta web, tu sais. Quel show of force d'une sainte de dominer la plus grosse bête dans Donjon Dragon. Couché! On va faire une promenade, ah ouais. On va essayer de ne pas king-shamer la Tarasque non plus. Là, non, king-shame. Non, c'est vrai, t'as raison. Oui, fait qu'elle a ramené la Tarasque en laisse au village de Tarascon. Wow. Pour prouver aux villageois qu'elle avait battu la Tarasque, puis qu'il n'y avait plus de danger avec la rivière, que maintenant tout le monde pouvait l'utiliser sans problème. Mais les villageois ne savaient pas que la Tarasque était pacifique. Quand ils l'ont vue, ils sont tout de suite sautés dessus, ils l'ont affligé de coups, ils l'ont tué, ils ont massacré la Tarasque. Ils ont sauté dessus, puis whoops! Ils ont sauté dessus, ils l'ont affligé de coups, ils l'ont frappé à coups de lance, lancé des roches. Ils ont tout fait, ils l'ont pour la tuer, pour se venger. Slow clap. Mais en même temps, les paysans à l'époque, on ne sait pas, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, mettons que tu as un gros dragon laid de même qui rentre chez vous, c'est fâché. Pacifique ou non, il se mange une coupe de roche par la tête. C'est sûr. Ça me fascine, par contre, parce que ça ne suit pas le canevas habituel des récits de monstres, ni des récits de saints, d'ailleurs. C'est vrai. Il y a vraiment il y a vraiment quelque chose dans cette histoire-là qui fait en sorte que
le vrai méchant de l'histoire, c'est les paysans, c'est les habitants de cette région-là. Oui et non, parce qu'il faut se rappeler que de la manière que le récit a été écrit, il y a beaucoup d'allégories chrétiennes là-dedans. Sûrement. Premièrement, tu commences avec une sainte, Sainte Marthe. Ensuite, tu as la Tarasque qui représente le mal, qui ensuite est battue par la sainte, qui est battue par la chrétienne, qui est battue par Dieu, qui ensuite s'est fait détruire par le peuple. Ouais, c'est un peu un karma, tu sais, ouais, retour de karma. Un peu à ça. Puis elle se fait détruire par le peuple qui, lui, devient chrétien à cause de ça. Ah ouais, OK. Ouais. Fait qu'une grosse comparaison qu'on peut faire avec la légende, c'est que c'est la défaite du paganisme au profit de la chrétienté. Donc, la Tarasque arrive en ville, se fait lyncher, ce qui finalement fait l'affaire de tout le monde, semble-t-il. Oui. Et quand même laisse sa marque sur la région parce que encore aujourd'hui, il y a un festival de... Oui. 2 fois par an, il y a un festival pour la Tarasque. 2 fois par an? Wow! Oui. Où c'est une grosse figurine grandeur nature de la Tarasque qui est traînée dans les rues de la ville en souvenir de l'acte de Sainte-Marthe de Béthanie. Wow! Puis même en 2008, ça a été inscrit à la liste du patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ah, ben voyons donc. Hey, dans leur version à eux, est-ce qu'elle a des piquants sur le dos? Et oui. OK, parce que dans la version Donjon Dragon, elle est gigantesque et elle a des piquants sur le dos. Et en général, dans le règne animal, les animaux qui ont des piquants sur le dos, c'est des animaux qui ont des prédateurs. Donc, il y aurait possiblement un prédateur à la Tarasque. Dans Donjon Dragon, en tout cas, c'est un peu inquiétant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus gros qui existe. Exactement. C'est tout. Je vous laisse sur la réflexion du truc. Donc, même chose si c'est le cas. Même si c'est plus petit, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus gros qui pourrait s'y attaquer. Voilà. Il y a certaines représentations de la Tarasque qui la montrent avec des piquants, d'autres non. Il y a une statue de la Tarasque à Tarascon, justement, qui la montre sans vraiment de piquant dans le dos, mis à part une ligne sur la colonne. C'est un peu comme on s'imaginerait un dinosaure, comme pas un stégosaure. Oui, sur des... Oui, le stégosaure. Oui, c'est ça, le stégosaure. Oui, mais beaucoup plus petit, mais tu sais, dans ce genre-là. Si vous pouvez aller la voir, la photo de la statue, c'est vraiment c'est délicieux. Elle a une face humaine avec des oreilles de chat. C'est vraiment... elle a même une moustache. Yes! Mais vraiment... C'est un dimétrodon peut-être qu'un stégosaure, vu que c'est végétarien stégosaure, mais bon. Peut-être, oui. Écoute, c'est moi qui m'enfarge dans mes noms scientifiques de dinosaures. Il va falloir qu'on fasse un disclaimer pour les dimétrodons qui ont été insultés. Mais ouais, donc la Tarasque, une bestiole qui a, je trouve, une histoire assez unique et qui continue. Pourquoi 2 fois par année le festival? Ben, originalement, c'était supposé être une fois aux 70 ans quand ça a été débuté au 15e siècle. Et là, c'était supposé être le gros party à chaque fois. Là. On parle de... Oh, pardon, excuse, je me suis complètement trompé. C'est 7 fois par siècle. OK, c'est 7 fois par siècle. Oui, c'est un ratio raisonnable. Oui, une fois aux 70 ans, c'est autre chose que c'est une fois aux 70 ans, je m'excuse. Une fois aux 70 ans, ça veut dire qu'il y a une génération... À cette époque-là, il y aurait une génération de personnes qui ne l'auraient jamais vécu. Oui, mais c'est ça. C'est au moins 7 fois par siècle. Et c'était une fête massive, on célébrait des mariages, on dansait, on se gavait. Puis il fallait faire la fête pendant 50 jours. What? OK, c'est pas une petite fête, là. Oh, oui, oui. Wow! Puis c'était une fête où
quelqu'un venait de l'extérieur de la ville, d'une autre ville ou d'un autre village, il voulait venir faire la fête, la règle, c'était qu'il fallait accueillir les personnes extérieures, les nourrir, les loger pendant toute la durée de la fête. Mon doux. C'était un party. C'est 50 jours de party, je veux dire. Comment même subvenir à un party comme ça? Faut que tu accumules des ressources pendant des années. Ah oui. Écoute, maintenant, de ce que je lis, là, maintenant, c'est une fois par année au mois de juin, puis c'est les fêtes de la Tarasque, puis c'est un week-end. C'est plus raisonnable. Ouais. C'est plus soft. Plus soft, là. 50 jours, c'est énorme. 50 jours. Wow! Hey, t'es brûlé. Tu dois être tanné de dehors, ça finisse. Ah, définitivement. Déjà, un mois de festivité, là, je pense entre autres au le grand festival post-apocalyptique, le Burning Man, je crois que c'est 2 semaines de festivités non-stop, si je me trompe pas. Puis j'ai des amis qui sont allés puis ils m'ont dit, écoute, 2 semaines, t'es avec plein de monde, puis il y a des raves à tous les soirs, t'es brûlé à la fin, t'as plus le goût de parler à personne. J'imagine pas plus qu'un mois, en tout cas. Mais sans doute qu'il y a une idée d'une célébration à l'ampleur de la bête, à l'ampleur du triomphe envers cette créature-là. Oui. Ça me fascine parce qu'on a rarement des fêtes associées à un monstre mythologique. Généralement, on a des fêtes avec certaines des divinités ou des festivals de telles choses, mais un monstre, 50 jours, tabarouette. Mais en même temps, on dit 50 jours, mais ces 50 jours-là, il faut penser, bon, les gens ont des animaux qu'il faut quand même qu'ils prennent soin, ils ont quand même des responsabilités qu'il faut qu'ils fassent. C'est peut-être pas 50 jours dans le tapis, il y a juste ça à faire. C'est ça, c'est pas 50 jours parce que c'est 24 heures sur 24. Là. C'est probablement plus 50 jours parce que ils font leur journée normale, rendu leur journée finie, ou probablement qu'ils finissaient leur journée un petit peu plus tôt à cause de ça. Ben, hey, let's go party. Ah, quand même. Donc, en bout de ligne, la Tarasque aura eu quelque chose de très bon pour la région, aurait été quelque chose de fondateur pour cette région-là. En soi, oui. Ça l'a vraiment créé une identité à la région de Tarascon. Ah, je trouve ça vraiment fascinant, cette histoire-là, que le monstre ait donné naissance à la région. Quand même badass, dans le sens où, il y a des saintes, il y en a plusieurs, mais des saintes qui vont comme soumettre un monstre comme ça, me semble, c'est la première fois que j'entends ça, mais je ne me connais peut-être pas assez. Là. Mais c'est ça, normalement, il faut qu'il tue le monstre, il n'y a pas ou c'est beaucoup plus petit, là. C'est Saint-Patrick qui a foiré des serpents à côté de ça, c'est la petite bière, là. Oui, c'est une histoire où, oui, en effet, la personne sainte n'a pas tué le monstre, à la différence de, par exemple, Saint-Georges. Oui, et le dragon. Oui, exactement, qui lui a terrassé un dragon. Mais encore là, ça revient un peu aux allégories chrétiennes où là, tu as vraiment un personnage qui représente la sainteté chrétienne et tu as un monstre qui représente le paganisme, tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui n'est pas bon, parce que quand c'est pas chrétien, c'est pas bon à l'époque. Mais c'est pour ça que l'histoire me frappe, parce qu'elle est vraiment dans le fond, en pacifiant la bête, elle la rend comme bonne, elle la rend comme au service de. De ce que je me rappelle de mes contes et légendes du Moyen-Âge, oui, c'est quand même assez rare. Les vrais contes et légendes, habituellement, n'ont pas une fin où ce que tout le monde est heureux et ils vécurent longtemps et ils eurent beaucoup d'enfants. Là. Non, surtout pas pour les monstres. Oui, c'est ça. C'est plus des morales, genre, va pas danser avec le yarb, passer minuit parce que. Exactement. C'est ça, il va te voler ton âme. Puis encore là, même la Tarasque, à la fin de la journée, elle n'a pas eu une belle fin. Oui, c'est vrai. Oui, mais si on s'en fie à ce qui se passe, elle a nourri le monde pendant 50 jours. Ouais, c'est pas nécessairement avoir une belle fin pour elle, là, mais bon. Aux autres, c'était une belle fin. Ouais, c'est une belle fin à l'histoire, mais il ne faut pas être trop attaché à la bébite. C'était une belle fin pour les chrétiens. Ouais, voilà, bien dit. C'est toujours ça avec les mythes et les légendes chrétiennes comme ça. C'est toujours une belle fin quand tu es chrétien. Ouais.
Pierre-Louis, comment expliquer que le monstre comme la Tarasque ait subsisté jusqu'à nos jours et se soit ramassé, se soit taillé une place de choix dans le bestiaire monstrueux? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Ben, c'est une légende qui a fait vraiment une partie intégrale de l'identité de la ville de Tarascon. Mhm. Euh, si, bon, Sainte-Marthe serait arrivée à Tarascon en 48 après Jésus-Christ. Donc, il y aurait facilement 2000 ans d'histoire avec ça. Euh, et aussi, comme c'est une légende qui a été écrite, euh, elle a été capable de survivre au temps comme ça. Euh, Très souvent, les histoires et les légendes se perdent quand elles sont orales, mais quand elles sont écrites, ça reste plus longtemps. Puis celle-là, aussi, ce qui est intéressant, c'est que le festival de la Tarasque, à part à certains moments où ils ont arrêté de le faire, mais pas trop longtemps, c'est une fête qui a été célébrée quasiment à chaque année dans cette ville-là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a, si tu veux, c'est un rituel qui a enduré. Et maintenant, comment qu'elle s'est taillée une place de choix dans le bestiaire monstrueux? Ouais, on sait-tu pourquoi elle est dans le bestiaire monstrueux de Donjons Dragons? C'est des geeks d'histoire qui ont tout défriché ça? Ben, tu sais, Donjon Dragon se sont vraiment beaucoup inspirés pour plusieurs monstres sur les vrais mythes et les vraies légendes. De toute évidence. Tu sais, bon, il y a le classique, les zombies, les orques, les gobelins, les dragons, bien sûr. Euh, donc, la Tarasque, elle en fait partie de ces monstres-là pour lesquels ils se sont inspirés. OK. Donc, il y a fort à parier que Gary Gygax et compagnie étaient de fervents comment je pourrais dire, Peu d'histoire. tripeux d'histoire, ouais, des Oh, défricheurs définitivement. historiques. Des défricheurs, un peu comme nous. Mais c'est bien aussi je trouve ça bien parce que ça assure une pérennité aux monstres dans les nouvelles générations de personnes qui aiment jouer à Donjons Dragons, évidemment, mais quand même, qu'il y ait une recherche réelle derrière chaque monstre, ce soit pas juste on garde l'apparence puis on change tout. Je pense que c'est bien qu'il y ait beaucoup de fidélité quand tu regardes ce qu'il y a dans les versus ce qui est différent dans la. Même si la Tarasque n'est pas colossale dans la vraie légende, elle a une place de choix, puis elle est décrite quand même d'une apparence qui peut fitter, en tout cas. Ah oui, définitivement. Pierre-Louis, juste on arrive vers la fin de cette fascinante entrevue. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce monstre-là et qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient de ce monstre-là? Oh, ben écoute, moi je suis une personne qui croit fermement à la philosophie qu'on ne devrait jamais oublier notre histoire. Que chaque petit détail qui soit plaisant ou déplaisant, il faut s'en rappeler. Que ce soit pour prendre exemple de ce qu'il faut faire pour les détails plaisants, mais aussi pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites pour les détails déplaisants. Fait que moi, je dirais, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est le tout de cette légende-là. Qu'ils aillent sur l'Internet, qu'ils aillent lire là-dessus. Puis après ça, si ça leur donne la piqûre d'aller continuer à fouiller sur les mythes et les légendes, d'aller continuer à fouiller l'histoire. Parce là, je fais une tangente, là, mais quand on est une société qui adore consommer du média, consommer du drame, consommer de l'aventure, consommer de l'excitement, avec toutes les téléséries, tous les livres. Mais quand on fouille l'histoire, là, on se rend compte que souvent l'histoire est plus intéressante que la fiction pour bien des choses. Je vais juste vous sortir un exemple comme ça, parce que je continue encore ma tangente. Le Red Wedding dans Game of Thrones, il n'a pas inventé ça.
c'est un moment de l'histoire qui s'est vraiment passé comme ça. Et le Red Wedding de Game of Thrones, il est léger comparé à ce qui s'est passé pour de vrai. Ouh. Ouais. Ça donne pas dans le ça. dos. Si ça donne un petit peu la piqûre au monde, là, ça peut. C'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. C'était quoi? C'était les Lancaster puis les York dans la vraie vie, la guerre des Roses? Dans la guerre des Roses, oui, mais là, je suis en train de me fourrer, mais je pense que ça n'a pas rapport au. Il a pris ça d'une autre place dans l'histoire. D'autres histoires, peut-être, Ouais. ouais, c'est ça. Ben, ça prouve à quel point les vraies histoires qui se sont déjà passées sont intéressantes puis méritent d'avoir une continuité dans Ouais. notre esprit. C'est deux événements qui se sont passés, un au Moyen Âge puis un plus tard. Le dîner noir dans l'histoire de l'Écosse puis le massacre de Glencoe. OK. Le dîner noir, c'était en 1440. Le massacre de Glencoe, c'était en 1692. OK, quand même 200 ans d'histoire de différence. Mais reconstitué par l'imagination de J.R.R. Martin Ouais. il y a quelques années. Ah. Et donc, Pierre-Louis, les gens qui sont intéressés à justement ne pas perdre l'histoire, ne pas laisser la Tarasque sombrer dans l'oubli, vers où peuvent-ils se tourner? Parce que tu souhaites garder l'anonymat, mais tu peux peut-être nous donner des références pour des ouvrages. Oui, en fait, je dirais que la meilleure recommandation que j'aurais à faire là-dessus, ce serait d'aller lire, La Légende dorée. C'est possible de la trouver sur Google. C'est possible d'avoir le texte latin, mais je ne pense pas qu'il y ait aucun de vos auditeurs qui soit capable de lire le latin. Quelques-uns, mais c'est un peu très peu. Pas la majorité. Il y a des gens qui aiment vraiment ça, comme faire des recherches en mode hardcore. Il y en a quand même deux personnes qui connaissent le latin assez. Quand même, je suis impressionné. C'est dans mes contacts random, en tout cas. Fait que c'est pas la majorité des gens de toute façon. Je suis très impressionné quand même. Mais c'est possible d'en trouver des versions traduites. Puis, ça donne un regard déjà là au départ sur le Moyen Âge, sur, oui, l'Église catholique, mais comme pour la Tarasque, ça te permet de lire le mythe, comment il a été écrit à l'époque. Fait que vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir toute l'information que tu veux sur la Tarasque, c'est de commencer par ça. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Louis. C'était super intéressant. Ah, ça fait plaisir. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, le peuvent-ils ou il faut les diriger vers quelque chose d'autre? Mais comme je disais plus tôt avant l'épisode, quand on se parlait, j'ai un Instagram que je mets mes créations de reconstitution et... Parce que tu es vraiment très, très habile de tes mains. J'ai vu quelque chose, tu fais des ceintures vikings notamment. Il y a un paquet d'affaires. Écoute. Costumes et tout ça, t'es ferré. Là. Costumes, tissage de cartes, couture, cuir. J'aime travailler de mes mains. C'est vraiment très cool. Moi, ça m'impressionne les gens qui font des costumes d'époque avec les matériaux d'époque. Les techniques de l'époque aussi, là, c'est wow. C'est une passion, puis il faut être mindé. Ça, j'en ai aucun doute. Eh bien, Pierre-Louis, merci beaucoup pour cette rencontre extrêmement instructive au sujet non seulement d'une bestiole maintenant illustre, mais aussi de toute une région du monde qui s'est ouverte à nous. Qu'on connaît mieux aujourd'hui et d'une sainte, ma foi, assez incroyable. Sainte Marthe. Ça fait plaisir. Merci. Donc, c'est ce qui m'a fait à l'émission, j'imagine. Ça a passé vite quand même. Ça a passé très, très vite. Je remercie notre invité, Pierre-Louis. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Simon. Comme à chaque fois, c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses ensemble. Et on se revoit à la prochaine pleine lune et ensuite à la prochaine nouvelle lune. Et voilà.